Salutations, passionnés d'exploration spatiale et curieux du cosmos. Dans un monde inondé d'informations, nous tombons souvent sur des données erronées ou des mythes largement acceptés. Aujourd'hui, au cours de ce passionnant voyage à travers l'espace, nous allons plonger dans la vaste immensité de l'univers pour explorer 10 affirmations trompeuses venues de l'espace. Vous êtes-vous déjà demandé si la Lune était vraiment faite de fromage ou si l'espace était complètement silencieux? Vous êtes-vous demandé si les astronautes pouvaient voir les étoiles depuis l'espace? Rejoignez-nous pour démasquer les mythes de l'espace. Commençons. Numéro 1. Notre Soleil n'a rien de tel. Plutôt à ceci. Si vous avez toujours cru que notre étoile était une boule de feu jaune vif, vous vous trompez. Tout d'abord, le Soleil n'est pas jaune mais vert. Ou quelque chose comme ça. Les scientifiques calculent la température d'une étoile en fonction du spectre de couleurs qu'elle émet. Chaque couleur a sa propre longueur d'onde, et c'est ce que les astronomes mesurent pour déterminer la chaleur d'une étoile. Les plus froids paraissent rouges, tandis que les plus chauds paraissent bleus. Notre Soleil émet son énergie à une longueur d'onde plus proche du vert. Mais comme il émet simultanément d'autres longueurs d'onde, toutes les couleurs se combinent et vos yeux interprètent ce mélange vibrant comme du blanc. Ce serait le cas si vous observiez le Soleil depuis la Station spatiale internationale. Vu d'ici sur Terre, le Soleil semble jaune parce que l'atmosphère diffuse très efficacement la lumière bleue. Sans les longueurs d'onde bleues, les couleurs restantes produisent du jaune. Si notre étoile était réellement jaune, il ferait environ 800 degrés Celsius de moins. La zone habitable serait plus étroite et la Terre deviendrait une roche morte et froide. Et ce n'est pas la seule chose à laquelle on vous a menti à propos de l'espace. Numéro 2. Le Soleil est chaud, mais il ne s'enflamme pas. Le feu est une réaction chimique entre l'oxygène et un combustible. Comme la plupart des étoiles de l'univers, notre Soleil est une boule de gaz géante, principalement composée d'hydrogène et d'hélium. Il n'y a presque pas d'oxygène. Au lieu de cela, il fonctionne davantage comme un énorme réacteur nucléaire, fusionnant constamment des atomes d'hydrogène et créant de l'hélium dans son cœur. Ce processus libère d'énormes quantités d'énergie, ce qui confère au Soleil sa température très élevée. En parlant de mettre le feu, laissez-moi vous parler des explosions dans l'espace. C'est vrai, ils ne sont pas réels. Un vaisseau spatial ne peut pas expulser une violente éruption car il n'y a pas d'air dans le vide de l'espace. Ou plutôt, il n'y a pas d'oxygène. Ce qui veut dire, comme vous le savez, qu'il n'y a pas de feu. Fan de Star Wars, je suis vraiment désolé. Numéro 3. Il peut sembler qu'il y a trop d'étoiles dans le ciel nocturne pour qu'on puisse les compter. Mais en réalité, vous pourriez le faire. Cependant, les scientifiques de Harvard ont pris de l'avance. Selon le catalogue Yale Bright Star, 9110 étoiles sont observables à l'œil nu depuis la Terre. Maintenant, essayez de les compter vous-même. Numéro 4. Les films nous ont amenés à croire que seul un pilote extrêmement compétent peut traverser la ceinture d'astéroïdes. Ce qui n'est pas vrai. Le ring n'est pas une sorte de parcours d'obstacles mortels. Bien que oui, elle contient des milliards de roches spatiales dont la taille varie de la poussière spatiale à un quart de la taille de la Lune. Environ 100 000 de ces astéroïdes mesurent plus d'1 kilomètre de large, mais ils sont largement répartis dans l'espace. La ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter a un diamètre de 225 millions de kilomètres. C'est-à-dire 1,5 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Les roches sont donc à des millions de kilomètres les unes des autres. Il serait presque impossible qu'un vaisseau spatial entre en collision avec l'un d'eux. Numéro 5. Si vous étiez lancé depuis la chambre de décompression d'un vaisseau dans l'immensité de l'espace, vous ne vous transformeriez pas immédiatement en glace. La raison en est que pour geler, un transfert de température entre l'espace et votre corps doit se produire. Mais la chaleur et le froid ne se propagent pas très vite dans le vide de l'espace. Votre corps gèlerait, mais cela prendrait des heures. Lorsque cela arrive,
vous serez mort pendant longtemps pour une autre raison. Et non, vous n'exploserez pas non plus dans l'espace. Mais vous allez gonfler, car l'azote présent dans votre sang s'agglutinera, vous gonflant jusqu'à doubler votre taille. Cependant, ce n'est pas ce qui va vous tuer. Le manque d'oxygène le fera. Après 15 secondes dans l'espace, votre cerveau ne recevra pas suffisamment d'oxygène du sang et vous perdrez connaissance. 2 minutes après avoir flotté dans l'espace, vos organes s'arrêteront un par un. Numéro 6. L'espace semble extrêmement froid, mais ce n'est pas le cas. En réalité, la température n'existe pas. La température est définie comme la vitesse à laquelle les particules se déplacent et la quantité d'énergie qu'elles transportent. Dans le vide de l'espace, aucune particule ne peut se déplacer. L'espace manque donc de température. Bien entendu, l'espace n'est pas un vide absolu. Il contient des particules et des rayonnements qui produisent de la chaleur, et certaines zones de l'espace sont très chaudes, à commencer par celles autour des étoiles. Mais plus on s'en éloigne, plus les particules seront dispersées, ce qui rend ces zones de l'espace extrêmement glacées. Certains nuages de gaz dense peuvent atteindre -263°C. Numéro 7. Bien qu'elle soit la planète la plus proche du Soleil, Mercure n'est pas la plus chaude. Même ainsi, cela reste extrême. Pendant la journée, sa température à la surface s'élève à 430°C, tandis que la nuit elle descend à -180°C. Ainsi, la planète la plus infernale de notre système solaire est Vénus. Ce qui se passe, c'est que Mercure n'a pas d'atmosphère qui retient la chaleur qu'elle reçoit du Soleil, contrairement à celle de Vénus, qui est assez épaisse et produit un effet de serre. C'est comme notre réchauffement climatique, mais accentué, transformant Vénus en un enfer insupportable avec des températures de surface avoisinant les 475°C. Numéro 8. Notre système solaire tout entier ne reste pas immobile au même endroit dans la galaxie. Il vole dans l'espace à 220 km par seconde, c'est-à-dire cette fois la vitesse à laquelle la Terre tourne autour du Soleil. Il faut 230 millions d'années au système solaire pour orbiter complètement autour de la Voie lactée. La dernière fois que nous sommes passés là où nous sommes actuellement, la Terre n'avait qu'un seul supercontinent et les dinosaures commençaient tout juste à se déplacer. Numéro 9. Les planètes ne tournent pas autour du Soleil. Tout ce qui constitue notre système solaire est en équilibre. Et bien que le Soleil soit l'objet le plus massif de notre voisinage planétaire, d'autres planètes participent à cette lutte acharnée gravitationnelle. Au lieu de tourner autour du Soleil, les planètes et les lunes tournent autour d'un point central entre elles et notre étoile. Un tel point est connu sous le nom de barycentre. Dans le cas de la Terre, son barycentre est si proche du noyau du Soleil et cela ne fait pas beaucoup de différence. Mais pour Jupiter, ce point est à environ 55 000 km du centre du Soleil, ce qui signifie que la géante gazeuse et le Soleil tournent autour l'un de l'autre. Numéro 10. Vue de l'espace, la Terre semble ronde, même si elle est en réalité un ellipsoïde de forme irrégulière. Elle gonfle à l'équateur en raison de la force centrifuge provoquée par la rotation de la planète. En conséquence, la Terre est environ 43 km plus large à l'équateur qu'au pôle. Cela rend la gravité légèrement inférieure dans la partie gonflée, facilitant le lancement de fusées spatiales depuis les régions équatoriales plutôt que près des pôles. Numéro 11. Dans l'espace, personne ne pourra vous entendre crier. C'est vrai, mais dans une certaine mesure. Le son a besoin d'un support pour voyager. Mais dans l'espace, les molécules sont très éloignées les unes des autres, de sorte que les sons s'estompent avant d'aller très loin. Toutes les catastrophes cosmiques, les supernovas et les trous noirs qui s'écrasent les uns sur les autres se taisent avant que vous puissiez les entendre. Cependant, il existe des endroits dans l'espace contenant suffisamment de particules pour transporter le son, comme le nuage de gaz chaud autour du trou noir au centre de l'amas de galaxies de Persée. L'accumulation de gaz est telle que l'on peut réellement entendre le trou noir. Bien sûr, d'autres planètes font aussi du bruit. Si vous pouviez les entendre, savez-vous à quoi cela ressemblerait?
Numéro 12. Neil Armstrong a fait une étrange rencontre sur la Lune et l'a cachée à tout le monde pendant plus de 50 ans. Le commandant d'Apollo 11 fait partie des légendes de la NASA en matière de voyages spatiaux, grâce à l'exploit qu'il a réalisé en devenant le premier homme à poser le pied sur la surface lunaire le 20 juillet 1969. Nous connaissons tous cette expérience historique. Cependant, il y a un événement en particulier qui a été caché au public. Alors qu'il était sur la Lune, Armstrong a rencontré quelque chose qui a presque empêché la mission Apollo 11 de rentrer chez elle. Il a gardé le secret jusqu'à sa mort. Que nous a caché le premier homme sur la Lune? Le premier alunissage est lentement devenu le domaine de la mythologie américaine. Cet exploit était si étonnant que la décennie des voyages spatiaux fut concentrée en un seul événement. On dirait presque que par un jour d'été de 1969, 3 hommes sont montés à bord d'une fusée, se sont rendus sur la Lune, ont enfilé leur combinaison spatiale, se sont promenés et ont planté le drapeau américain avant de rentrer chez eux. Cependant, ce n'est pas tout ce qui s'est passé. Neil Armstrong a découvert quelque chose qu'il gardait secret, mais qui a finalement été révélé à sa mort. Avant que Neil Armstrong puisse faire son petit pas pour l'homme le 20 juillet 1969, lui et le reste de l'équipage d'Apollo 11 ont suivi un processus d'entraînement rigoureux pour se préparer à leur mission lunaire. Bien qu'une grande partie de leur formation se soit déroulée dans des installations de test et en classe, la NASA a également confié des tâches aux astronautes, telles que la collecte d'échantillons géologiques. Ils se sont également entraînés à entrer et à sortir du module lunaire pour aider à développer la mémoire musculaire et à reproduire ces procédures sur la Lune. Pour rendre l'entraînement de l'équipe aussi réaliste que possible, l'équipage s'est entraîné sur des sites sélectionnés ici sur Terre qui ressemblaient étrangement à la topographie lunaire. La NASA recherchait des endroits similaires à la Lune et les astronautes s'entraînaient dans divers endroits aux États-Unis et à l'étranger pour en apprendre davantage sur les caractéristiques géologiques qu'ils rencontreraient au cours de leur mission. La formation sur le terrain a été mise en avant car la NASA souhaitait que les astronautes apprennent les étapes de la mémoire musculaire pour collecter des échantillons et prendre des photos sans perdre de temps. Ils se sont entraînés à collecter et à analyser des échantillons de sol et de roches sur plusieurs sites, ainsi qu'à creuser des tranchées et à collecter des échantillons à différents niveaux. En sélectionnant des emplacements et en collectant des échantillons, ils se sont entraînés à décrire les caractéristiques géologiques verbalement et par écrit, à documenter les sites avec des photographies et à étiqueter les échantillons. La NASA a transformé les missions analogiques en un outil de formation régulier pour les astronautes. Lors de l'atterrissage d'Apollo 11, Neil et Armstrong ont été confrontés à un problème lorsque l'ordinateur a indiqué un code d'erreur 1202 et qu'ils n'en connaissaient pas l'origine. Les contrôleurs de Houston ont recherché le problème alors que la tension montait sur le module lunaire. La communication était défaillante, l'ordinateur avait des problèmes et le directeur de vol s'inquiétait du manque d'alimentation du centre de contrôle. Les problèmes ont commencé après la séparation du module de commande, avec des problèmes de liaison radio. Le directeur de vol a admis avoir pris des décisions quant à la quantité d'informations suffisante. L'ordre a été donné de commencer la descente motorisée et l'atterrissage avec frein de fusée, mais la communication a été perdue. Armstrong a essayé de résoudre le problème, mais la connexion radio échouait toujours. Si la situation s'aggravait, la mission devrait être interrompue. Pendant ce temps, plusieurs alarmes ont été activées dans le cockpit du module lunaire, y compris l'alarme de surcharge, qui indiquait une surcharge si l'ordinateur d'atterrissage était réinitialisé. En raison de cette alarme, il devrait abandonner la mission immédiatement. Les contrôleurs de vol sur Terre étaient confrontés à des problèmes de communication et à des données radar intermittentes lors de l'alunissage. L'ordinateur a reçu trop de données, ce qui a provoqué une alarme inconnue dans le module lunaire. Les contrôleurs de vol sur Terre ont pris la décision de poursuivre l'atterrissage tant que l'alarme ne se répétait pas constamment. Malgré une autre alarme similaire, les astronautes ont procédé à l'atterrissage, se sont concentrés sur les instruments et Armstrong a contrôlé l'atterrissage manuellement. Cependant, un nouveau problème surgit, son emplacement n'était pas celui prévu.
Armstrong a suggéré de penser à une descente motorisée, mais a ensuite perdu la communication. Il a essayé de le résoudre sans succès. Si la situation empirait, il devrait avorter. L'alarme principale a retenti et l'ordinateur d'atterrissage a indiqué une surcharge d'oxygène pendant l'atterrissage. Neil Armstrong a demandé à Houston des éclaircissements sur l'alarme qui retentissait dans le cockpit. Le contrôleur de mission Steve Balley a décidé qu'il était prudent de continuer tant que l'alarme était irrégulière. Ils décidèrent de poursuivre l'atterrissage, car il était presque aussi dangereux de tenter un avortement avec un ordinateur défectueux que de continuer. Son collègue astronaute Charlie Duke a relayé le message dans l'espace en disant « Nous continuons de sonner l'alarme ». Même si l'ordinateur a émis une autre alarme, ils ont décidé de continuer pendant l'atterrissage. Ils étaient concentrés sur les affichages des instruments et Armstrong contrôlait manuellement l'atterrissage. Cependant, un autre problème commençait peu à peu à apparaître, ils n'étaient pas là où ils étaient censés être. Armstrong se souvient que dans la fenêtre du commandant se trouvait une grille calibrée à sa hauteur, ce qui lui permettait de vérifier sa position sur la Lune. Cependant, la gravité irrégulière de la Lune et la vitesse supplémentaire acquise lors du décrochage du module de commande les ont amenés à dépasser la zone d'atterrissage prévue. Armstrong avait une mauvaise vue sur un vaste champ de cratères et de rochers de la taille de camions, plutôt que sur la zone lisse et plate indiquée sur la carte orbitale. Pilotant manuellement, il chercha un endroit doux pour atterrir. Lors de l'alunissage, Armstrong et son équipage étaient nerveux en raison de la trajectoire étrange et du faible niveau de carburant, ce qui les obligeait à abandonner dans les 60 secondes. Armstrong a cherché un point faible lors du calcul de la vitesse et de la portée. Après l'atterrissage, l'équipage a parcouru sa liste de contrôle, mais une montée en pression a été observée dans les consoles. La situation a été signalée et ils ont envisagé d'abandonner la mission, mais la chaleur du moteur a fait fondre la glace et le problème a été résolu. Après 3 heures sur la Lune, Armstrong et Aldrin ont tenté d'ouvrir la trappe du module lunaire après avoir terminé leur liste de contrôle. Cependant, ils ont découvert qu'ils ne parvenaient pas à évacuer tout l'air du lait mais qu'il y avait encore trop de pression. Après plusieurs tentatives, Aldrin dut décoller le bord de la trappe pour l'ouvrir sans la casser. Alors qu'Armstrong quittait le module, quelque chose s'est cassé, s'avérant être l'interrupteur d'armement du moteur de montée, présentant un autre problème dangereux pour la mission. Buzz Aldrin a remarqué quelque chose d'inhabituel sur le sol du module lunaire alors qu'il se préparait à partir vers la surface lunaire. Il a découvert qu'il s'agissait d'un disjoncteur cassé qui s'était délogé de l'interrupteur d'armement du moteur de remontée vitale. Il réalisa que lui et Armstrong avaient dû accidentellement appuyer sur l'interrupteur avec leur gros sac à dos en essayant de sortir par la porte du module lunaire. Le disjoncteur était cassé et devait être repoussé pour que le moteur de montée puisse s'allumer et les ramener à la maison. Houston n'a pas trouvé de solution, alors ils ont inséré un stylo dans l'ouverture du disjoncteur cassé pour le pousser et le maintenir en place, assurant ainsi le fonctionnement du moteur de montée. Si le disjoncteur d'armement du moteur tombe en panne, il s'est fermé, Armstrong et son équipage auraient été piégés sur la Lune. Au cas où le stylo n'aurait pas fonctionné pour réparer le disjoncteur cassé, Mission Control et l'équipage auraient cherché d'autres moyens de fermer le circuit et de démarrer le moteur de remontée. Après que Valve ait réparé l'interrupteur de circuit cassé avec un stylo feutre, il a été décidé de garder ces interrupteurs sur les modules lunaires ultérieurs. Malgré le caractère improvisé de l'arrangement, le moteur de remontée a été démarré avec succès et les astronautes ont pu revenir sur Terre. Aldrin garde toujours l'interrupteur cassé et le stylo qu'il a utilisé, tandis qu'Armstrong a gardé un sac rempli de petits morceaux du module lunaire Eagle. Après la mort d'Armstrong en 2012, sa veuve a offert le sac de rangement au National Air and Space Museum de Washington. Le conservateur des artefacts spatiaux a trouvé le portefeuille de Neil Armstrong passionnant, car il contenait des objets de valeur de la mission lunaire, tels que la corde de sécurité, les supports d'équipement, les lumières et une clé de secours.
Il comprenait également le viseur optique et la caméra qui enregistraient des images emblématiques de l'alunissage. Armstrong a gardé le sac secret pendant plus de 40 ans, et bien que le sac et son contenu aient été déplacés vers le module de commande avant que le module lunaire ne s'écrase sur la surface lunaire pour empêcher sa destruction, on ne sait pas comment Armstrong a obtenu le sac après. Mission. Le fait qu'Armstrong ait caché des artefacts de la mission spatiale, même à sa femme, est inconnu et soulève des questions sur ses motivations. Quant à la mention selon laquelle Armstrong et son équipe lunaire ont enfreint certaines règles en rebondissant sur une partie de la Lune pour prendre des photos de roches intéressantes, c'est une spéculation sans fondement. Il n'y a aucune preuve que les photos se soient révélées être d'origine extraterrestre. Merci de nous rejoindre dans ce voyage fascinant à travers l'univers et son incroyable complexité. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.